Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter toutes les étapes en détail euh, pour l'achat d'une maison au Québec, au Canada de façon plus générale. Euh, Étant arrivé au Canada en famille nombreuse, on a rapidement senti le besoin d'acheter une maison et j'avais manqué d'informations dans la procédure. C'est ce qui justifie l'enregistrement de cette vidéo pour pouvoir aider d'autres personnes qui se posent des questions sur les étapes, de quoi ils ont besoin, c'est quoi les différentes étapes pour pouvoir acheter une maison. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Il faut savoir que pour acheter une maison au Québec, il vous faut trois choses principalement. Trois choses. Premier élément, c'est la mise de fonds. La mise de fonds, c'est la partie du prix de la maison que vous apportez en tant qu'acheteur. Généralement, on parle de 5%. C'est-à-dire que si vous voulez acheter une maison de 400 000, vous devez apporter au minimum 20 000. Un peu plus que ça, mais on verra ça après. Pourquoi un peu plus? Et cette mise de fonds, c'est l'argent ça doit être votre argent à vous-même que vous avez rassemblé. Dans quelques cas d'exception, il peut s'agir d'un don, mais généralement, les banques veulent que ce soit cotisé par vous-même. Le deuxième élément, après la mise de fonds, eh bien, c'est la cote de crédit. La cote de crédit, c'est quoi? C'est votre niveau de confiance dans la gestion du crédit. Et ça, les banques ont cette information-là de votre habitude de paiement, que ce soit des cartes de crédit, que ce soit de vos comptes de téléphone, tout ce qui vous prenez à crédit et après vous remboursez. Ils vont voir selon votre habitude de remboursement et selon votre assiduité dans les remboursements et qui fassent ou Transunion, qui sont comme des organisations qui attribuent des pointages euh, selon vos habitudes d'utilisation du crédit. Enfin bref, il y a beaucoup de vidéos sur Internet qui parlent de la cote de crédit. Et si vous êtes au Canada, j'imagine que vous en savez quelque chose, donc je ne vais pas tergiverser sur ça. Donc le deuxième élément, c'est la cote de crédit. La cote de crédit, ça se trouve généralement entre 300 et 900, ok? Et pour pouvoir acheter une maison, votre cote de crédit doit être supérieure à 680. 680, c'est vraiment borderline, c'est que c'est le minimum. Mais idéalement, il faut aller au-delà de 700 ou même au-delà de 750 pour bénéficier de certains avantages ou pouvoir travailler avec certaines banques. Le troisième élément, après la mise de fonds et la cote de crédit, c'est un emploi à temps plein. L'emploi à temps plein, c'est quoi? C'est un emploi que vous avez un certain nombre d'heures garanties. C'est pas, ça doit pas être comme ça doit pas être comme occasionnel. C'est-à-dire qu'une semaine vous avez 20 heures, l'autre semaine vous avez 30 heures, l'autre semaine d'après vous avez 40 heures. Donc ça doit être des heures garanties. On sait que au minimum là, il a 35 heures. Et après, l'emploi doit être permanent. Les banques n'acceptent pas les emplois saisonniers ou temporaires. Temporaire, c'est que c'est un contrat de 6 mois et après ce contrat, on va voir si on va renouveler ou pas. Ou bien c'est un contrat, euh, je sais pas quoi, d'un an et après, ou bien c'est un emploi saisonnier. Les banques ne veulent pas ça. Ils veulent vraiment que ce soit un emploi permanent. C'est très important. Les deux paramètres les plus importants, c'est les heures garanties, donc que ce soit garanti et que ce soit permanent. C'est-à-dire que vous êtes là pour, permanemment, à moins que vous ayez démissionné vous-même ou que vous ayez commis une faute grave et sinon vous êtes là permanemment. Donc, ça prend ces trois éléments-là.
Je récapitule rapidement. Le premier élément, c'est la mise de fonds. Le deuxième élément, c'est la cote de crédit. Le troisième élément, c'est l'emploi permanent à temps plein. Dès que vous avez ces trois éléments-là, dès que vous avez rassemblé votre mise de fonds, par exemple, si vous voulez acheter une maison de 400 000, vous devez avoir au moins 20 000 dans votre compte bancaire. J'ai dit au moins, on va revenir sur ça après. Et deuxième élément qu'il faut avoir, c'est la cote de crédit. Vous devez avoir travaillé votre cote de crédit pour qu'elle atteigne un certain niveau d'acceptabilité, acceptable. Après, le troisième élément, c'est vraiment l'emploi. Vous devez avoir un emploi stable et permanent. Dès que vous avez ces trois éléments-là, vous allez vous rapprocher soit de votre banque ou d'une n'importe quelle banque, idéalement d'un courtier hypothécaire. Le courtier hypothécaire, c'est quoi? C'est comme un agent spécial qui, lui, il va voir, lui connaît quelle banque offre quel produit et quelle banque aime quel profil. Et lui, selon votre profil, il va vous orienter vers une banque et il augmente en fait vos chances d'obtenir l'approbation ou d'obtenir le crédit pour la maison. Il augmente vos chances parce qu'il va vous aider à optimiser le dossier et saura avec qui vous orienter pour avoir le meilleur taux d'intérêt. Je dis ça parce que avec votre banque va vous dire voilà ce que nous on peut faire, c'est ça, point final. Vous voyez? Alors que le courtier hypothécaire, il peut te dire ah ok, telle banque peut te faire ça, mais si on va avec telle banque, lui il peut faire comme ceci, bien on va avec telle autre banque, lui il peut faire comme ça. Et là, à toi de choisir vraiment avec quelle banque tu veux aller de l'avant. Donc ça donne plus de vision, on va le dire, de fenêtre, on va le dire comme ça. Donc, dès que vous allez avec votre banque ou votre courtier hypothécaire, vous ressortez de chez lui avec une lettre de pré-approbation. La lettre dit que, en bref, monsieur Tototan, il peut s'acheter une maison de 400 000 ou moins, ok? 400 000 ou moins. Et là, vous allez maintenant, soit vous contactez un courtier immobilier, vous allez sur Centris, que vous commencez par magasiner les maisons. Magasiner, c'est commencer par chercher les maisons, regarder ce qui vous plaît, quel secteur vous plaît, et quel est le type de maison que vous voulez. Donc, généralement, on commence avec des attentes très, très élevées. On veut un bungalow avec garage, avec piscine, avec un grand terrain en arrière, avec, je sais pas, avec une nouvelle construction, une maison neuve ou récente. Généralement, on commence avec de très, très grandes attentes, des attentes très, très élevées, généralement. Mais avec le temps, en fouillant, on voit que, ah, ok, si je veux un bungalow avec un garage, avec une piscine, avec tout ce que moi je veux là, tu vois que c'est dans les 600 000, 500 000. Je dis ça comme ça, mais c'est que ça sera peut-être un peu au-dessus de ce que tu as la capacité d'acheter. Et puis, progressivement, on commence par revoir ces exigences-là, soit en baissant, en reculant l'année, c'est-à-dire que plutôt que de nouvelles constructions, on commence par accepter les constructions un peu plus datées. Et encore, ou bien on commence par faire le compromis, c'est-à-dire que on veut abandonner le garage pour la piscine ou l'inverse, peu importe. Donc, pour dire que, en fait, plus vous avancez dans la recherche, plus vos critères sont affinés et plus réalistes. Okay? Donc, vous recherchez les maisons. Si vous avez un courtier immobilier, un bon courtier immobilier, c'est que il pourra rapidement vous planifier des visites. Vous allez visiter les maisons. En fait, les visites sont plus faciles quand vous avez une lettre de pro-approbation. Parce que ça met votre courtier immobilier en confiance. Il sait que celui-ci veut acheter, il a même déjà fait les démarches nécessaires. Pareil pour le vendeur qui voit la lettre de pré-approbation, c'est que, ah, lui, avec sa lettre, il peut acheter ma maison. Ok, bah, il faut que je lui fasse visiter, il faut que je fasse tout pour le séduire. Donc, c'est comme ça. Alors que quelqu'un qui vient, qui dit, je veux acheter, on dit, mais est-ce que tu as une lettre de pré-approbation? Non, je veux juste voir, ça me plaît juste. C'est sûr qu'on va moins le prendre au sérieux, là. Sinon, oui, il y a même certains vendeurs qui ne veulent pas que vous veniez visiter si vous n'avez pas de lettre de pré-approbation de la part d'une banque ou bien de votre courtier hypothécaire. Donc, en revenant sur les étapes, donc quand vous avez
une lettre de préapprobation et que vous contactez un courtier immobilier, vous allez maintenant faire des visites. Donc, les visites, comment ça se passe? Eh bien, c'est simple. Vous voyez la maison sur Internet ou je ne sais pas, n'importe quel moyen, et elle répond le prix fixé, un peu dans votre marge, et la maison répond à vos critères. Eh bien, vous écrivez au vendeur, vous lui demandez une visite. Et la visite, c'est pour venir voir que c'est quoi la maison, c'est comment, est-ce que ça répond à mes critères, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai vu dans les images et tout. Donc, généralement, avec cette visite, vous allez avec votre courtier immobilier si vous en avez un. Et de toute façon, pour l'achat d'une première maison, c'est fortement recommandé de faire affaire avec un courtier immobilier. Et lors de cette visite, vous avez le courtier immobilier qui est avec vous, qui est comme l'expert, mais de votre côté, qui va vous dire, voilà la maison ici, c'est ça. Il va vous donner des avis, généralement des avis neutres. Il ne va pas vouloir peindre la maison en noir et il ne va pas vouloir non plus vous dire que c'est le produit idéal. Donc, et c'est à vous de savoir vraiment ce que vous voulez. Lui va essayer peut-être de vendre. Vous dit non, vous savez, la maison, elle est bien positionnée et tout. Si ça ne répond pas à tes besoins, reste quand même sur tes gardes pour être comme pour veiller sur tes points, tu vois, parce que quand tu achètes une maison, c'est pour plusieurs années. Donc, avec les visites, vous pouvez faire. Moi, j'ai fait plusieurs visites. On parle de la dizaine là. Une dizaine carrément de visites. Donc, les visites, c'est vraiment l'étape la plus difficile, je dirais, parce que il faut se déplacer, il faut aller sur le terrain, il faut voir la maison, il faut visiter. Parfois, il y a des journées portes ouvertes. Les journées portes ouvertes, c'est que il y a comme 10, 20 personnes qui vont venir visiter la maison au même moment que vous. Et ça monte très rapidement. Ça dit une maison qui à la base était à 500 000 ou à 400 000 peut rapidement monter jusqu'à 500 000. Ça arrive souvent. Et après ça, il y a les visites programmées. Parfois, les visites sont programmées comme à des intervalles de 15 minutes. C'est-à-dire que après vous, 15 minutes après vous, il y a une autre personne qui est aussi programmée pour venir visiter. Donc, il faut déjà être à l'heure. Ensuite, il faut visiter rapidement, puis laisser la place au suivant. C'est tendu souvent comme atmosphère. Et ça n'aide pas dans les négociations parce que quand on sait que c'est plusieurs personnes qui sont sur la même maison, ça amène beaucoup de surenchère. Donc, voilà. On a fait beaucoup de visites. Moi, je quittais Montréal puis pour venir dans la région de Québec pour les visites. C'est quand même au moins 3 heures de route. Ça n'a pas du tout été facile parce que déjà, il faut être à l'heure, un paramètre. Et le courtier aussi, il faut coordonner le planning avec le courtier, avec le vendeur et tout. C'est pas facile du tout. Donc, les visites, vous effectuez les visites, ça permet de voir les maisons, vous posez toutes vos questions. Et il y a une fiche qui vous est remise. À chaque fois que vous voyez une maison, la maison vous plaît, votre courtier immobilier, en relation avec le courtier immobilier du vendeur, ils ont comme une plateforme à eux où eux seuls ils voient certaines informations que vous ne voyez pas. Donc votre courtier va vous envoyer ces informations-là. Il y a un document qu'ils appellent la déclaration du vendeur. Ce document-là, il y a l'état de la maison, de façon générale. Est-ce qu'il y a déjà eu des dégâts d'eau? Est-ce qu'il y a déjà eu je sais pas, des gros travaux dans la maison? Est-ce qu'il y a déjà eu des décès dans la maison, par exemple? Est-ce qu'il y a déjà eu des informations quand même très détaillées? Et le vendeur, il est tenu de dire la vérité sur cette fiche-là. Donc, il y a peu de chances que les informations que vous voyez là ne soient pas vraies, en fait. Donc, cette fiche-là, vous pouvez voir un peu l'état de la maison et tout. Il y a beaucoup de détails sur la déclaration du vendeur. Et si c'est bon pour vous, là, vous pouvez céduler une visite. Donc, vous avez pas mal d'informations avant d'aller sur le terrain. C'est pas comme si vous allez visiter avant de connaître l'état de la maison. Donc, après ça, dès que vous êtes intéressé, vous connaissez votre courtier que vous êtes intéressé. Lui, il connaît l'agenda parce qu'ils ont comme une plateforme en arrière pour les horaires de visite et tout.
puis lui prend le rendez-vous et vous informe que le rendez-vous est pris, puis vous organisez la rencontre sur le terrain. Parfois, c'est en présence du vendeur, parfois non, c'est peut-être juste son courtier qui est là, qui va vous présenter la maison et les différentes parties. Ce que nous on a visité beaucoup de maisons, on a visité des maisons. Nous étant nouveaux au Canada, on ne voudrait pas des maisons avec des réparations à faire, parce que non seulement on ne s'y connaît pas tellement, mais aussi il y a tellement de réglementations qu'on se dit, si on prend quelque chose, il y aura des travaux, on pourrait se retrouver avec des factures plus importantes que ce à quoi on s'attend. Et l'autre paramètre aussi, la raison pour laquelle on ne voulait pas de maison avec des travaux à effectuer, c'est que généralement dans le processus d'achat de la maison, on fait tellement de dépenses que quand on s'en sort les poches vides, sinon les bourses en moins. Du coup, s'il y a encore des réparations à faire, il y a de fortes chances que ça reste comme ça pendant encore plusieurs années, ce qui n'est pas souhaitable. Donc, nous, on voulait vraiment une maison clé en main, ce qui n'est pas fréquent parce que les propriétaires, généralement, ils veulent vendre ça comme ça et puis l'acheteur va faire les travaux. Ou alors, quand ils font les travaux avant de pouvoir vendre, c'est qu'ils montent le prix très, très, très haut. Et c'est ça, c'est plus compliqué. Donc, lorsque vous faites des visites, la première visite, si vous êtes intéressé par la maison, vous pouvez faire encore plus d'autres visites pour confirmer que c'est vraiment ce que vous voulez. Oui, généralement. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'offre d'achat. L'offre d'achat, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est que quand une maison est en vente, on programme les visites. Admettons, supposons qu'il y a 10 personnes qui sont venues visiter. Ces 10 personnes vont visiter et puis parmi les 10, il y a peut-être 4 qui veulent faire des offres d'achat. L'offre d'achat, c'est que le premier dit, OK, la maison est listée à 350 000, moi je vais l'acheter à 340 000, OK? Le second peut dire, bah, moi je l'achète à 360 000. Le troisième peut dire, moi je l'achète à 355 000. Peu importe. L'autre peut dire, moi je vais l'acheter telle que la maison est sans aucune inspection. Donc, ça, c'est les offres d'achat. Donc, les offres d'achat, les différents acheteurs, les courtiers qui représentent les acheteurs vont présenter ces offres d'achat-là au vendeur ou bien au courtier du vendeur. Donc, eux, ils vont le courtier du vendeur et le vendeur, ils vont s'entendre entre eux, ils vont faire une réunion entre eux pour décider de l'offre de qui ils vont accepter. Donc, généralement, c'est au plus offrant, à moins qu'il y ait d'autres affinités avec un des acheteurs, quelque chose de ce genre-là. Sinon, généralement, c'est au plus offrant. Donc, c'est comme ça. Il va vérifier avec qui il pense qu'il pourrait aller de l'avant, puis il choisit. Du coup, et étant donné que quand il y a plusieurs offres d'achat comme ça, vous n'avez pas nécessairement de regard sur ce que l'autre a offert. Vous ne pouvez pas savoir. Si vous offrez 360 000, vous ne savez pas si l'autre personne a offert 370 ou 365 ou même 362 000. Vous ne savez pas. Donc, parfois, c'est très, très irritant de ne pas savoir, de ne pas pouvoir savoir qu'est-ce que les autres ont offert, puis de devoir deviner soi-même. Mais ce qui est bien, dès qu'il y a une nouvelle offre, on vous donne la possibilité vous-même de faire une autre nouvelle offre. Donc, si la maison, par exemple, est à 360 000, si vous offrez, par exemple, 360 000, et qu'une autre personne vient faire une offre, on vous dit qu'une autre personne est venue faire une offre. Mais on ne peut pas vous dire, ah, elle a offert 365 000. Non, on ne peut rien vous dire. Même si elle a offert 300 000, là, vous ne saurez pas. Vous saurez juste qu'il y a une nouvelle offre. Donc, vous pouvez dire, OK, dans ce cas, moi, je mets à 370 000 pour être comme au-dessus de toute surprise par rapport à l'offre de l'autre. Donc, vous êtes informé qu'il y a une offre, mais vous n'êtes pas informé du contenu de l'offre. Et aussi, si vous venez en dernière position, vous êtes informé qu'il y a déjà des offres, comme s'il y a déjà 3 offres, mais vous ne savez pas quel est le contenu de ces offres-là. C'est vraiment un aspect qui peut irriter un peu et puis qui met dans une situation très, très inconfortable parce que vous avez peur soit de trop en mettre ou de ne pas en mettre assez. C'est vraiment stressant. Moi, je trouve que c'est le moment le plus stressant pour moi dans la procédure d'achat de la maison parce que
tu te dis, ok, je mets ici, non, ah, mais je peux pas, ok, je mets là, puis tu te dis, mais c'est quand même 10 000, 20 000 dollars, c'est pas rien, du coup, tu te poses des questions juste comme ça, donc c'est difficile, et puis on n'arrive presque pas à dormir. Et après ça, dès que les offres sont, dès que les vendeurs choisissent une offre, on va vous envoyer l'offre d'achat, euh, on va vous envoyer l'avis d'acceptation de votre offre. Dès qu'ils acceptent votre offre, ça c'est un autre niveau de stress parce que là, vous allez prendre cette offre-là, faire toutes les documentations et l'envoyer à la banque. Et là, avant même que la banque ne donne son accord, la banque va vous demander encore d'autres documents, des trucs, des vérifications supplémentaires. Et c'est encore aussi stressant que les étapes précédentes. Et pendant ce temps, vous pouvez demander à faire l'inspection. Parce que généralement, l'offre d'achat, l'acceptation de l'offre d'achat est souvent conditionnelle. C'est-à-dire que vous dites, moi, j'achète ça à 360 000 à condition qu'après l'inspection, qu'il n'y ait aucun autre problème caché ou un problème difficile à régler et tout. Donc, après l'offre d'achat, vous mandatez un inspecteur. Après que votre offre soit acceptée, vous mandatez un inspecteur qui va aller sur place, visiter la maison, inspecter la maison. Il va inspecter. Il va monter dans le toit, regarder l'état du toit, regarder l'état de la fondation, regarder les murs, regarder les prises, les trucs. Et il va vous sortir un rapport général. Généralement, les rapports sont comme très alarmants, c'est-à-dire ils exagèrent un peu. En fait, au fond, ils n'exagèrent pas, ils essaient juste de se protéger. C'est-à-dire que il va pas banaliser quelque chose qu'il a vu et après tu vas le poursuivre pour dire que ah mais lui il avait inspecté, mais pourquoi il n'a pas dit ça? Il va pas te dire que ah non j'avais vu mais je ne savais pas que c'était grave. Du coup, le moindre signe qu'il voit quelque part, ils vont essayer de dramatiser ça le plus possible. Et puis, écoute, si tu vas te fier aux inspections, je t'assure que tu vas jamais acheter une maison. Du moins, c'est pas une maison usagée. Peut-être tu vas finir par acheter une maison neuve, comme nous on a fait, mais je vais revenir sur ça. Donc, après l'inspection, tu vas décider si tu vas de l'avant avec l'offre ou pas. Oui? Donc, l'inspection, c'est vraiment une étape cruciale. Mais après, moi, parfois, je trouve ça un peu... C'est important de le faire, mais il y a tellement de demandes dans les inspections que parfois, si tu vas te fier à ça, tu risques de pas acheter de maison. Parce que l'inspecteur va te dire, ah, qu'il a trouvé que telle partie est un tout petit peu plus humide, ça peut présenter des risques de champignons, des risques de moisissure, et qu'il faut mandater un expert dans le domaine pour pouvoir en savoir plus. J'espère que personne ne mandate d'ailleurs parce que ça va te coûter très cher. Et du coup, on se dit, est-ce qu'on va de l'avant avec ou pas? Et puis, c'est ça. Donc, l'inspecteur, lui, son devoir, c'est de voir s'il y a des problèmes qui sont plus ou moins graves dans la maison et qu'est-ce qui sont à prévoir. Et sur la base, ça va t'aider à prendre ta décision dans le fond. Donc, c'est ça. Après cette étape d'inspection, si la banque approuve ton achat, parce que la banque aussi fait des vérifications, il faut le dire, sur la maison, parce que la banque ne veut pas financer une maison qui est sur le bord de tomber ou bien une maison qui est dans une zone inondable et qui savent pas si dans quelques années ça va s'inonder et ça va devenir une perte totale. Donc la banque fait aussi ces vérifications. Si la banque accepte de financer cette maison-là en particulier, et là, c'est que les choses évoluent bien. Tu peux... La lettre, généralement, la banque va en contact avec le courtier immobilier et le plus se gère entre eux pour les transferts de dossiers de la maison, pour les vérifications, pour l'approbation finale et tout. Donc, quand l'approbation finale rentre, c'est que tu as le vendeur qui accepte de te vendre sa maison et tu as la banque qui accepte de financer la maison. C'est bon. Le reste, c'est vraiment des formalités. C'est là que s'arrête vraiment le stress. Après ça, il faut chercher un notaire. C'est pas le point le plus facile. Généralement, quand moi je suivais des informations sur l'achat de maison, l'étape de notaire, c'est tellement banalisé que je me disais que
En un claquement de doigts, j'avais trouvé de notaire, mais je ne sais pas si c'était parce que c'était la période de fin d'année, mais ça a été très très difficile pour nous de trouver un notaire qui va, comment dire, effectuer la transaction. Donc le notaire, généralement, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez prendre d'abord un premier rendez-vous. Généralement, chez le notaire, vous prenez 2 rendez-vous. Le premier rendez-vous, vous allez voir le notaire. D'abord, vous envoyez les informations du notaire à la banque. La banque envoie tous les documents qui concernent le prêt au notaire. Maintenant, vous allez voir le notaire et le notaire va vous dire, OK, bon, le notaire va vous convoquer, d'accord, suite à ce que la banque lui a dit, lui a donné comme information. Et le notaire va vous dire, OK, voilà, c'est le prêt, la banque va vous prêter tel montant pour l'achat de telle maison. Et vous allez signer tous les documents qui vont avec. Donc, en ce moment-là, il faut nuancer. Vous êtes en train de prendre l'argent. C'est comme si vous signez, cette signature, c'est entre vous et la banque. OK? Vous prenez l'argent, mais l'argent reste chez le notaire. Après, le deuxième rendez-vous, c'est maintenant vous et le vendeur. Donc là, l'argent est déjà chez le notaire, l'argent est déjà prêt, mais vous prenez rendez-vous avec le notaire, avec le vendeur. Donc le vendeur vient en ce moment-là. Le notaire remet l'argent au vendeur. Ça, vous ne voyez pas l'argent là, ça passe vraiment dans votre compte bancaire. Mais le notaire remet l'argent au vendeur et le vendeur remet l'argent et le vendeur vous remet les documents de la maison. Ou bien le vendeur remet les documents de la maison au notaire, le notaire vous remet ça. Voilà un peu les 2 rendez-vous chez le notaire. C'est vraiment, je n'avais pas cette information là pour moi, c'était comme on passait sur le notaire puis c'est fini. Il y a vraiment 2 passages sur le notaire. Un pour la signature du prêt et le second pour la signature de l'acte de vente. Donc, ce qui fait que le vendeur ne sait même pas comment vous avez obtenu l'argent, ok? Le vendeur n'a aucune idée de si vous avez fait un prêt, c'était à quel taux d'intérêt, qu'est-ce que vous payez comme hypothèque. Il n'a absolument aucune idée sur ça. Lui, il sait que l'argent est prêt. Est-ce que vous payez cash ou depuis la banque? Il ne veut pas savoir. Lui, il prend son argent et vous vend la maison. Vous voyez? Donc, et à ce moment-là, vous êtes officiellement propriétaire de la maison. Et c'est à ce moment que vous, dès l'heure là, la maison vous appartient. Vous prenez possession de votre maison. Et voilà. Est-ce que j'ai oublié une étape? Peut-être, je ne sais pas. Mais je ne pense pas. Je vais récapituler rapidement. Les 3 éléments qu'il faut pour acheter une maison, c'est la mise de fonds, l'emploi permanent, temps plein permanent, un fixe, un garantie permanent et la cote de crédit. Si vous avez ces 3 éléments-là, vous allez voir un côté hypothécaire, vous prenez la lettre de préapprobation, c'est que vous pré-autorisez pour acheter une maison. Avec cette lettre-là, vous savez à peu près ce que vous pouvez acheter. Et vous achetez selon votre capacité. Et là, vous allez magasiner selon votre capacité de prêt. Donc, capacité d'emprunt, on appelle ça. Donc, dès que vous allez magasiner, vous trouvez la bonne maison, vous envoyez les documents de la maison, votre courtier immobilier envoie les documents de la maison à la banque. La banque approuve le prêt final. Après l'approbation finale, vous cherchez un notaire. Le notaire, vous envoyez cette information à la banque. La banque va transmettre tous les documents du prêt au notaire. Et vous allez prendre rendez-vous chez le notaire pour signer les documents du prêt. Ensuite, vous prenez rendez-vous, un deuxième rendez-vous chez le notaire avec le vendeur. Cette fois-ci, vous signez l'acte d'achat. Et après ça, vous prenez possession de votre maison. Donc voilà un peu les différentes étapes de l'acquisition d'une maison au Québec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de répondre sur la base de mes connaissances très très limitées, bien sûr. Parce que moi, je n'étais qu'à une seule position d'acheteur. Donc je ne sais pas s'il y a des étapes de l'autre côté que je ne maîtrise pas trop, mais je vous parle des étapes que moi j'ai connues et par lesquelles j'ai appris. Je suis passé. Et c'est, je dirais, la partie la plus stressante pour moi, c'était le moment des offres d'achat. Quand je vois une maison qui me plaît, que je veux faire une offre d'achat, et on a dit, ah, il y a une autre personne qui a fait une offre d'achat, une autre personne qui a fait, c'est stressant. Comme le disent les Québécois,
c'est stressant en crise. Et vraiment, écoute, c'était, après ça, quand tout est bon, que tu trouves la bonne maison, tu as l'offre d'achat acceptée, et il faut que la banque approuve. Là encore, il y a une sorte de stress, pas tellement de stress, mais il y a un peu de stress quand même qui vient de là aussi. Parce que justement, à ce niveau, j'allais parler des montants qu'il fallait avoir. Oui, il vous faut avoir la mise de fonds, mais il y a beaucoup d'autres frais qui viennent avec. Après, il y a les frais de bienvenue, la taxe de bienvenue. Ça, c'est un montant d'environ 1 à 1,5% de la maison que vous payez à la mairie et environ un mois après votre arrivée. Nous, on n'a pas encore reçu pour nous, mais que dès que vous le recevez, vous avez 30 jours pour payer ça. Après ça, il y a les frais de l'hôtel, les frais d'inspection et plein d'autres frais, des petits frais que vous allez dépenser comme pour vous déplacer, les différents rendez-vous. Et même quand vous allez intégrer la maison, généralement, il faut acheter les électroménagers. Tout ça, là, c'est beaucoup d'argent. Donc, pour acheter une maison de 400 000, moi, je conseillerais de prévoir au moins 25 000, voire 30 000. Le minimum, là, c'est 25 000. Mais idéalement, c'est d'avoir 35 000. Au moins, vous savez que vous avez 20 000 mises de fonds, 6 à 7 000 pour les petites dépenses, 7 000 environ pour le déménagement et l'aménagement de la maison. Là, vous êtes sûr de vous en sortir la tête haute, sans stress. Parce que j'avoue que c'est vraiment stressant de devoir chercher 2 000, 3 000 dollars à la dernière minute pour régler les frais de notaire ou pour régler les frais d'inspection et autres. Là, c'est pas facile. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vais essayer de répondre selon mes connaissances. Et si vous avez peut-être d'autres questions aussi concernant de façon générale la vie au Québec, je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci. Ciao. À la prochaine.